Merci. Je peux te poser une question directement? Oui, oui, bien sûr. Il y a une écologie dite de droite, une écologie dite de gauche. Bon, les deux, qu'est-ce qui vous différencie à droite et à gauche? Enfin, il n'y a qu'une seule écologie centriste. On l'appelle de droite, on l'appelle de gauche. En fait, partout dans le monde, il y a des écologistes qui sont plutôt de gauche, mais sont considérés toujours comme centristes, parce qu'en fait, l'écologie, elle est là pour libérer les initiatives en matière économique. Donc on peut l'appeler quand même une écologie libérale, parce qu'elle permet aux gens d'investir plusieurs secteurs librement, d'innover, tels que le recyclage, ce qu'on appelle l'économie circulaire, l'économie verte. Mais sur le plan social, l'écologie, elle respecte les 3 volets. Ça veut dire qu'il faut que toute initiative ou toute action économique, elle doit être rentable, économiquement rentable, socialement responsable, et elle préserve l'écologie. Et donc là, on parle du côté social, et là, elle est un peu de gauche. Donc c'est pour ça que la majorité, la plupart du temps, l'écologie, elle est centriste. Donc, je voudrais répondre brièvement sur les différentes questions, sur la nécessité d'exploiter le gaz de schiste. Je crois que le système en place, il veut aller vers l'exploitation du gaz de schiste sous la pression des puissances internationales. Parce qu'il faut savoir que les États-Unis, à titre d'exemple, elle a développé de nouvelles technologies en la matière, elle veut se débarrasser de l'ancienne technologie et elle veut la rentabiliser. La rentabiliser comment? Il faut la commercialiser à des pays qui projettent d'exploiter le gaz de schiste, et des pays qui possèdent des pouvoirs et des régimes illégitimes et faibles, populairement faibles, mais également des pays qui détiennent quand même une cagnotte considérable de quoi leur permettre d'acheter justement ces équipements. Ces conditions, donc, existaient en Algérie, et du coup, donc, il n'y a pas mieux d'obliger le pouvoir algérien d'acheter ces équipements. Un autre point, c'est que le pouvoir, tout le monde sait qu'il est populairement illégitime. Les puissances internationales profitent de cette occasion pour mener une pression, d'aller exploiter le gaz de schiste, et en contrepartie, nous vous assurons que vous serez pérennisé le plus longtemps possible au pouvoir. C'est ce qui a été fait, un genre de compromis. Donc, Kane Haja Wahdokra qui a obligé le pouvoir en place d'aller l'exploiter, c'est pour satisfaire les contrats moyen et à long terme avec ses partenaires étrangers, tels que les Européens, en matière de vente du gaz naturel. Et je crois que l'Algérie actuellement, c'est vrai que nous disposons sur des capacités quand même qui vont nous permettre d'assurer une autosuffisance d'ici 10 ans, mais personne ne sait après. Donc le pouvoir, il cherche encore de nouvelles sources, mais le plus grave, c'est que d'exonérer cette industrie très polluante de toute taxe, donc surtout vis-à-vis de l'écologie. À ce moment-là, il est clair qu'on va exploiter une nouvelle ressource au détriment de l'écologie, au détriment de la santé publique. Donc personne ne va prendre en charge les dégâts causés par cette exploitation. Sur comment réagir politiquement pour l'écologie, je crois que c'est la sensibilisation. Aujourd'hui, si les gens n'arrivent pas à se mobiliser autour de cette question pour empêcher justement l'exploitation du gaz de schiste, c'est parce que peut-être ils ne savent pas réellement quels sont les dégâts causés par cette exploitation. Quelle est la réalité de cette technique? Et je vois souvent sur donc les réseaux sociaux que les gens me posent des questions avec acuité. Donc vous cherchez à politiser la question juste parce que vous avez un conflit avec le pouvoir en place. Or, l'exploitation du gaz de schiste ne peut être bénéfique pour notre pays. C'est totalement faux, ça n'a rien à voir avec la politique, sachant que l'écologie, elle est liée à la politique. Aujourd'hui, c'est les politiques qui prennent des décisions. Donc dire que l'écologie elle est complètement séparée, c'est faux. C'est instrumentaliser la question. Donc, à mon sens, le combat, il doit être mené sur la sensibilisation. Comme on essaie de le faire maintenant, d'expliquer aux gens c'est quoi effectivement la fracturation hydraulique, quels sont les dégâts causés. Loin des experts ou des élites instrumentalisées qui passent sur les plateaux télévisés et qui essayent de défendre la position du pouvoir. Donc pour moi, si on arrive à diffuser ça, d'ailleurs je ne vous cache pas que récemment je faisais une vidéo volontairement juste après le discours de Tebboune. Le lendemain j'ai fait une vidéo là où j'ai essayé de faire passer le message très brièvement et d'une manière technique. Une vidéo qui a fait au bout d'une semaine 1 million de vues, et à partir de là, ils m'ont bloqué hier soir, ils ont bloqué mon compte Facebook pour ne pas permettre encore de diffuser de nouvelles vidéos sur cette question-là, parce que ça représente pour eux quand même une issue de secours. Donc sur quelles sont les retombées
du combat politique, je crois que je viens de répondre sur cette question. Pour la charte écologique, voilà, quand on parle de la légitimité du pouvoir, lorsqu'on arrive à élire notre propre assemblée constituante qui sera chargée uniquement d'écrire une nouvelle constitution d'une manière démocratique et participative, je crois qu'à ce moment-là, la population, le peuple algérien, va lui-même inscrire dans le préambule de la nouvelle constitution des moratoires et va quand même consacrer la question et la notion du développement durable dans la nouvelle constitution pour ne pas permettre à qui que ce soit, qu'il soit politique, ministre ou président de la République, voilà, de toucher à ce patrimoine écologique de notre pays. Mais moi je pense à une chose très sérieuse dernièrement, de collaborer avec des ONG étrangères, je le dis bien clairement, qui me qualifient comme une main étrangère, ça ne me regarde pas. Donc de collaborer avec des ONG étrangères pour arriver à classer la nappe phréatique ou l'Albien comme un patrimoine mondial à préserver. Parce qu'avec un soutien, et moi je vous dis ça en connaissance de cause, à Skikda par exemple, il y a une zone, une réserve naturelle. En fait c'est une zone humide. Au départ, n'était pas protégée par des lois internationales et il y avait quand même des conflits entre les industriels, les lobbies de l'immobilier pour construire des hôtels et parfois même la Sonatrach voulait récemment construire une nouvelle raffinerie au niveau de cette zone. Si cette zone n'a pas été classée depuis quelques années sous la convention Ramsar, voilà, des Nations Unies, on ne pouvait pas en tant que des activistes écologistes de la protéger. Parce qu'on s'est référé, on était protégé par cette loi, et donc la pression internationale a exigé quand même que la Sonatrach donc arrête ce massacre écologique, parce que les associations aujourd'hui en Algérie ne peuvent rien faire. La plupart d'entre elles sont instrumentalisées, sont infiltrées ou ne sont que des relais du pouvoir lui-même. Celles qui veulent vraiment militer et se trouvent condamnées avec la loi 1206, une loi qui permet au Wali de confisquer l'agrément de chaque association qui oppose un projet de développement local. Or, c'est tellement vague que le Wali peut considérer la construction d'une raffinerie pétrolière dans une zone humide comme un projet de développement local. Et à partir de là, il peut confisquer, il peut arrêter l'activité de cette association. Donc, c'est la raison pour laquelle j'aimerais bien collaborer avec des ONG écologistes un peu partout dans le monde, justement pour classer cette nappe comme un patrimoine voilà, national. Oui. Donc on ne peut pas classer une nappe de l'Albien puisqu'on va l'exploiter d'ici 25-30 ans, on n'a pas intérêt à la classer. Si on classe un truc, on ne va pas l'exploiter, on ne va pas la toucher. Alors on n'a pas intérêt. D'ici 25-30 ans, il n'y aura plus d'eau. Et c'est la troisième guerre mondiale, à mon avis, c'est l'eau. En fait, c'est pas de ne pas l'exploiter, de l'exploiter d'une manière rationnelle. Je vous parle de la zone humide à Skikda, elle est actuellement exploitée. C'est un écosystème. Oui. Mais la nappe albienne, on a intérêt à ne pas la classer, puisqu'on va l'exploiter tout de même. Mais elle représente quand même, elle fait partie de l'écosystème, parce que le désert, c'est un écosystème. Que ce soit les eaux. 100 mètres de profondeur et plus. Oui. C'est un bassin, c'est un aquifère. On n'a pas une action directe sur la surface. Oui. Il est enfui à 10 En fait, il y a un lien parce que cette eau, malheureusement, n'est pas renouvelable. Ça se remplit. Oui, mais d'une manière. Voilà, mais d'une manière qui n'est pas. L'exploitation et les rentrées ne sont pas égaux. Les rentrées d'eau plus l'extraction d'eau n'est pas égale. Donc, elles sont peut-être superficielles. Oui, bien sûr. Ça c'est l'eau pluviale souterraine. Pluviale, elle va se remplir, mais l'extraction de cette eau n'est pas égale aux entrées d'eau. Bien sûr, c'est une zone aride. C'est ce qui fait qu'il se termine rapidement. Et on n'a pas intérêt à la classer, je crois. Je crois que, parce que la classer, ça ne veut pas dire de ne pas l'exploiter. Parce qu'il y a quand même des clauses dans ce genre de contrat. On peut l'exploiter d'une manière rationnelle, parce qu'en fait, elle n'est pas renouvelable au sens propre du terme, parce que quand on classe une ressource renouvelable, ça veut dire qu'elle se renouvelle d'une cadence plus élevée qu'on en consomme, tel que le soleil. Mais elle se renouvelle au fil des millions d'années. Donc l'exploitation doit être rationnelle dans l'agriculture, dans l'utilisation des pesticides, des engrais chimiques. Là, on peut l'exploiter dans le secteur de l'agriculture. Mais en la classant actuellement, ça nous permet d'empêcher les lobbies pétroliers de l'exploiter pour extraire du gaz de schiste. Il y a une charte. Actuellement, il y a une charte qui est respectée
Une charte nationale? Pas nationale, entre 3 pays. Oui, l'Algérie, la Tunisie. La Tunisie, la Libye. Mais la Libye, comment dire, Sous l'égide de l'Union africaine, je crois. non, c'est les 3 pays se sont mis d'accord. Ça veut dire qu'il n'y a pas une instance internationale telle que les Nations Unies. C'est ça, C'est des universités. parce que ça reste toujours des pouvoirs quand même. C'est un contrat. Exactement. Au-dessus. Oui, exactement. Au sein de l'université, il y a un colloque international, ils sont vus des hydrogéologues, donc c'est ma spécialité bien sûr. Ils ont mis en évidence ce gros point d'interrogation. La nappe albienne, donc il est constitué de quoi? Combien de réserves entre les pays? 75% et même plus, ça revient à l'Algérie. Et les autres, ils ont acquitté 8 ou 9% pour la Tunisie. Voilà, et le reste pour la Libye. D'ailleurs, la Tunisie ne part pas du gage de 6, ils ont eu leur chef. Voilà. Mais la Libye a brisé le pacte des 3 pays. Ils ont commencé à extraire de l'eau, à exploiter cette nappe massivement. C'est le projet de la fameuse rivière de C'est pour irriguer des plantations aux alentours, c'est tout. C'est pas pour le. Enfin, c'est ce qu'ils disent. Non, c'est la rivière de Kadhafi vers le nord. La rivière donne ça. C'est un aqueduc. Oui, c'est ça. Voilà. C'est ça qu'ils appellent la rivière. C'est un aqueduc pour moi. C'est pour irriguer quelques plantations, c'est tout. Mais autrement, on ne sait pas s'ils exploitent ou pas. Mais on n'a pas intérêt à la classer, à mon avis. On a intérêt à mettre des lois vraiment qui interdisent l'exploitation massive. On a intérêt à aller vers les zones rurales pour informer les gens, ne pas être ici dans la ville et juste parler avec les gens de la ville et les privés, alors que les gens qui sont un peu plus éloignés, les montagnards, ne sont pas au courant. Il faut mettre au courant tout le monde, comme vous avez dit, il faut avoir peur pour être engagé, mais on n'a pas intérêt à la classer, à mon avis. Oui, moi je respecte votre point de vue, sauf qu'il faut savoir qu'en parlant des lois et des textes de loi algériens, je crois que le régime en place, le respect de la loi, c'est le dernier de leurs soucis. Donc actuellement ça existe, il y a un arsenal juridique immense, même vis-à-vis de la protection de l'environnement, principe pollueur-payeur, mais personne ne le respecte. Parce qu'il n'y a pas vraiment une conviction ni une volonté. C'est la raison pour laquelle faire recours aux instances internationales, ça permet, parce que le pouvoir en place, ce qui le gêne, c'est uniquement ça. Et je prends l'exemple de notre incarcération en prison. 2 choses qui nous ont permis d'éviter le pire. C'était la mobilisation populaire et c'était la réaction de certaines instances et ONG internationales. Parce que sinon, le respect de la loi au niveau national, par le pouvoir en place, ça ne leur dit rien. Donc la population qui a réclamé notre libération, et puis les instances internationales, les ONG. Donc je crois que faire recours, ça nous permet quand même de gagner un peu de terrain avec le régime en place, et d'éviter de brader une nappe telle que la nôtre, qui représente le futur, pas uniquement de l'Algérie, mais de toute l'Afrique, parce qu'en fait, on projette la rendre la corbeille de l'Afrique, si on va investir massivement dans l'agriculture dans le sud. Donc, sur la question de l'écologie et l'environnement, je crois que ce sont 2 questions liées, et ça vient avec l'éducation environnementale. Et on revient toujours au changement du système. Parce qu'aujourd'hui, on voit que l'école algérienne donne moins d'importance à la question écologique dans le manuel scolaire. Et là, ça ne peut être qu'à travers, justement, refonder de nouveau l'État. Quand on a un gouvernement légitime, c'est-à-dire un ministre de l'éducation légitime, un ministre de l'éducation, qui va répondre aux besoins de la population en matière d'éducation à l'environnement. Donc aujourd'hui, on voit qu'il donne moins d'importance à ce sujet-là. C'est la raison pour laquelle notre société ne s'intéresse pas vraiment à la question environnementale, à la protection de l'environnement. Donc cette question, elle est fondamentale, mais ça vient une fois qu'on se débarrasse de ce système, quand on va revoir, au fonder de nouveau notre République. Sinon, je parle de la séparation de l'État, ou le principe de la laïcité, séparer l'État de la religion. Je crois qu'en 1956, les Algériens ont adopté à travers le congrès de la Souma la primauté du politique sur le militaire. Aujourd'hui, on est censé, surtout notre génération, d'adopter un nouveau concept, la primauté du citoyen sur le religieux. Et là, on va incarner la notion de la citoyenneté chez les Algériennes et les Algériens.
Récemment, il y avait un sondage qui a été mené par le quotidien Lointain, qui a posé la question donc, à la jeunesse algérienne, est-ce que vous êtes pour ou contre la laïcité de l'État? J'imagine qu'il y avait un refus quand même remarquable de nos concitoyennes et concitoyens vis-à-vis de cette question, mais quand la question a été reformulée, est-ce que vous êtes pour ou contre la séparation, la religion des affaires politiques? À ce moment-là, il y avait 80% des réponses. Donc il faut juste travailler sur ce concept. Le pouvoir en place, il voulait justement à travers les années passées, de diaboliser le concept de la laïcité. Actuellement, si vous parlez en dehors de la Kabylie, de la laïcité ou de l'Assemblée constituante, vous risquez d'entendre pas mal de propos. Parce que le pouvoir en place, il a diabolisé ces deux concepts. Mais on essaye maintenant de travailler intelligemment, de reformuler justement la question de la laïcité, c'est que séparer les religieux. Je crois que les Algériens ont subi énormément de conséquences et de mal sur l'implication de la religion dans les affaires politiques. Ils sont plus que jamais conscients de séparer la religion de la politique, et je crois que juste on doit préparer le terrain. C'est la raison pour laquelle la période de transition consiste quand même de travailler dans les 6 mois, les premiers 6 mois, c'est de préparer, d'ouvrir le champ médiatique et d'expliquer aux gens la réalité de ce concept, loin de toute instrumentalisation, diabolisation du pouvoir en place. Et je crois que les Algériens sont prêts d'adopter donc ces idées, parce qu'ils savent que les répercussions vont toucher leur quotidien. Donc je crois que personne ne veut sortir et se trouve devant un régime qui ne lui permet pas d'entendre la musique, d'aller danser, voilà, donc vous imaginez. Sur le plan religion politique, certains partisans de partis islamistes, comme vous le dites, qu'il faut séparer la religion de la politique, on me dit d'accord. Si tu as un parti, c'est interdit de faire de la politique, si ça me dit oui, l'islam et le pouvoir, donc il faut séparer l'islam de la politique pour bien le protéger. L'Algérien, c'est des exemples. Donc tout dépend de la manière dont on présente la chose. Il ne faut plus qu'on présente les choses de manière trop convaincue, trop à vouloir les faire telles qu'on veut. Il faut que l'Algérien apprend à s'écouter d'abord. Chacun peut être convaincu, pas petit pas à pas. Sur un compromis, on existera tous les deux sans que personne ne se marche dessus. D'ailleurs, donc il faudrait faire les choses dorénavant de manière pédagogique et thématique. Est-ce que l'Algérie تحب les exemples أسفل الحاجة اللي mathématique la physique وتمالك قروي par exemple oui ترى وثق بالحاجة اللي أعطيكم صح. Vous avez d'autres questions, sinon... Voilà. Peut-être pour conclure, si et je refuse systématiquement sur les commerçants les sachets. Donc, dans la semaine, à peu près 30 ou 40 sachets qu'on propose, donc, si vous qui êtes là, vous appliquez ça, c'est déjà magnifique. Vous passez à sensibiliser les gens. Et donc déjà vous êtes une trentaine, c'est déjà bien. 30 fois 30, ça fait 900. 1000 sachets. Mais bon, c'est un combat. C'est un quotidien. J'ai eu l'occasion de participer à une étude il y a 2 ans du ministère de l'Agriculture sur les parcours sahariens. Donc, c'est-à-dire, et j'ai fait une partie, des collègues ont fait une autre partie, de tout le Sahara, c'est-à-dire tout le sud, Biskra, la Ouatt et le sud. Le Sahara est très riche. Donc, on a recensé à peu près plus de 330 espèces végétales. Donc, le Sahara, c'est un système riche. On ne s'attendait pas à ça. Moi, je me disais peut-être qu'il y a 30-40 espèces, et finalement, il y en avait plus de 330 espèces végétales.
Ça, c'est la partie surface. Hein, donc, est-ce que la NAP albienne, sa valeur financière, pécuniaire, est-ce qu'elle n'est pas plus importante que le gaz qui est en dessous? L'eau, quand même, c'est une valeur. C'est une valeur. L'eau, c'est la vie. Donc, quand on étudie les planètes extraterrestres, on regarde, est-ce qu'il y a, la planète est dans la zone habitable, est-ce qu'il y a de l'eau? Donc, l'eau, c'est la vie. Donc, la valeur de l'eau, de la nappe saharienne. Sur le plan politique, je suis un peu déçu par c'est un an après, donc le Hirak, il n'a pas vraiment, il s'est pas vraiment organisé. Donc les gens n'arrivent pas à sortir une structure. Les partis politiques, c'est-à-dire, ne jouent pas leur rôle. Comment structurer la société, comment faire sortir des gens? Parce que je vois ici, même des gens qui parlent, je suis désolé, donc je vais les accuser. Je vois que des intérêts. Il y a beaucoup de gens qui ont déjà vendu la peau de l'ours avant de... Avoir tué. Oui, donc c'est-à-dire, c'est-à-dire la franchise pour la confiance dans les uns des autres pour arriver à s'organiser et à sortir un front commun, c'est-à-dire une organisation, un front, peut-être avec les partis politiques, en dehors des partis politiques, pour présenter une force crédible face. Donc, je crois qu'on va prendre le dernier lot de questions. Donc, s'il y a d'autres questions à poser, sinon on passe. Je ne sais pas s'il y a d'autres intervenants. Voilà, donc. Bon, merci pour les questions. Sur la question de la valeur de la nappe phréatique, je crois qu'elle est précieuse parce que tout le monde sait que les prochaines guerres qui vont se dérouler, ce sont des guerres sur les sources hydriques, donc il faut la préserver. Et loin de ça, puisque c'est une source vitale, notre développement actuellement est lié par rapport à ce qu'on va adopter comme projet, surtout dans le secteur de l'agriculture au désert. Donc on a vu déjà l'expérience qui a réussi à Oued-Souf, et il n'y a pas mieux de l'élargir justement, parce qu'il faut avoir une autosuffisance en matière de produits agricoles si on veut vraiment devenir un État fort. Donc sur la valeur de la nappe, je crois qu'elle est incontestable, vu l'importance de l'eau dans la région, mais pour notre pays. Sinon, sur la question, donc, comment structurer le Hirak, et peut-être durant une année, qu'est-ce qui a apporté comme solution? Je crois que ça nous a permis de gagner déjà. Peut-être en Kabylie, ce n'est pas quelque chose de nouveau. J'ai vu que les gens ici respirent politique. Voilà, dans chaque place publique, dans chaque jardin, il y a des jeunes qui font des baffes où ils se placent. Et puis les gens, le mot, ils doivent dire politique. Ce n'est pas le cas ailleurs, parce qu'ailleurs, c'est un peu les champs sont fermés. Donc, ce qui nous a permis de gagner récemment, j'ai animé une conférence débat à Nabal, c'était une première Thomas. Oui, on s'est retrouvés dans une salle, on parle politique, on critique le système, on parle de l'écologie. Avant, c'était compliqué de le faire, de l'organiser. Mais maintenant, on a gagné quand même, sur le plan des libertés, on a gagné quand même un peu de terrain. Même en crédibilité. Absolument. Parce que l'écologie, c'était un tabou. Oui, exactement. Et donc, c'est le sujet qui fait l'unanimité de plus. Maintenant, sur la structuration, parce qu'il y a des gens qui font la confusion entre la structuration et la représentation. Je crois que le Hirak ne doit pas être représenté. La structuration dans le sens où les acteurs au sein du Hirak, parce que tous les citoyens sont des acteurs, toutes les citoyens sont des actrices au sein du Hirak. Mais on doit, certainement, on partage les mêmes visions sur certains points, les mêmes idéologies. Donc se structurer au sein du Hirak, c'est à travers des collectifs, des coordinations informelles. Parce qu'on n'est pas là pour demander l'agrément de qui que ce soit, parce que c'est à eux de chercher la légitimité chez nous, auprès de nous.
Donc, se structurer au sein des collectifs, c'est juste pour faire émerger des idées de projets politiques. Parce qu'actuellement, il faut savoir que la population, même certes, qui ne sortent pas tous les vendredis ils posent des questions avec acuité. Et c'est des questions quand même légitimes. Maintenant, c'est à nous de répondre. Et parfois, surtout les médias, la propagande, les propagandistes, ils prennent des déclarations de certains jeunes qui disent voilà, le jeune il passe. Et donc, on va des détails juste pour montrer à l'opinion publique que voilà, ça va être heureuse, mais or, quand on se structure au sein des collectifs ou bien des coordinations, ça va nous permettre de débattre des idées de projet, ça va nous permettre d'élaborer une plateforme commune et ça va nous permettre quand même de la proposer à l'opinion publique pour dire, voilà, je vois qu'il y a pas mal d'initiatives, que ce soit par des citoyens indépendants, de la part des citoyens indépendants, il y a des partis politiques, tels que ça a été fait par le PAD, donc les partis dits démocrates, ou qu'il y a d'autres collectifs, tels que Mishmoul, tels qu'il y avait une coordination qui a été créée récemment, qui regroupe des citoyens. Elle est ouverte. C'est que les gens, là, ils débattent de la base, des projets et des plateformes. Maintenant, à la fin, ils vont les proposer à l'opinion publique. Le rôle de la révolution, il est là. Il ne doit pas être représenté parce qu'il incarne la diversité dans l'Union. Il y a plusieurs tendances politiques, mais il est là pour dire oui ou non, pour valider. C'est un arbitre. Les manifestations qu'on voit tous les vendredis, c'est en quelque sorte un référendum. C'est un mouvement, c'est un arbitre qui va dire oui pour telle proposition ou non. Si c'est non, pourquoi? Qu'est-ce qu'on doit modifier? Voilà, jusqu'à ce qu'on arrive à une plateforme commune et à ce moment-là, on peut créer vraiment un rapport de force vis-à-vis de ce système. Donc, mais en premier lieu, ce qu'on doit réclamer actuellement, c'est l'ouverture du champ médiatique et c'est l'arrêt de l'instrumentalisation de la justice. Ça veut dire les gens démocratiser l'information, n'importe quelle proposition et deuxièmement, il faut arrêter d'instrumentaliser la justice parce qu'il y a des gens qui veulent exprimer leurs opinions et qui avaient peur de sortir parce qu'ils avaient peur d'être interpellés à tout moment. Donc voilà, nous devons mener le combat jusqu'à ce qu'on va aboutir, Inch'Allah, au résultat attendu. Donc merci pour les questions de la fin. Donc pour la valeur de la nappe albienne qu'on se partage avec nos voisins tunisiens et libyens, est-ce qu'elle a de la valeur? Nous pouvons être carrément les maîtres du monde une fois que l'eau deviendra la monnaie d'échange première du monde, parce qu'on parle de la prochaine guerre à cause de l'eau. Pour savoir si elle a de la valeur, on sait qu'elle peut alimenter une bonne partie du monde pendant 250 millions d'années, c'est ça? Voilà. La NASA, ça fait des années qu'elle parle de planètes, qu'elle parle de lune, de système solaire, et à chaque fois, elle dit jamais est-ce qu'il y a de l'oxygène dans cette planète, est-ce qu'il y a de l'eau enfouie dans le sous-sol de cette planète. Donc là où il y a de l'eau, il y a de la vie, et il y a une possibilité carrément de créer ce qu'on veut. Voilà. Donc pour les espèces végétales que vous avez citées, 135 ou 326. D'accord. J'ai déjà vu un documentaire qui a été fait par, je pense, un journaliste caméraman algérien sur la faune du Sahara. C'est incroyable. Il y a 3 fois plus ou 4 fois plus d'espèces. Donc on en découvre et on en découvrira encore beaucoup. Maintenant, pour la structuration, je pense que la révolution a été claire dès le début, ni structuration ni représentation. C'est pas pour être dans le côté opposé. Lui, il ne parle pas de la structuration que tout le monde dit à chaque fois. Il parle de s'organiser. On peut dire, mais je préfère le mot organisation des actions futures à prendre. Pas organisation de faire à faire sortir des têtes ou des hommes ou des personnes. Parce que les appétits sont très gros, très gros, et la société est très infiltrée depuis l'indépendance par millions de personnes. Il fut un temps où j'ai dit qu'il y avait 4 millions de cachéristes. Les gens ils croient que les cachéristes, c'est ceux qui ont été à la coupole. Ceux qui ont été à la coupole, pour le 5e monde dans votre fréquent, la majorité étaient inconscients de leur mission du jour. Vous voyez, c'est des vrais infiltrés, on ne les voit pas.
Ils sont tous recensés chez l'État, ils peuvent les actionner quand ils veulent, comme ils veulent et de la manière dont ils veulent. Et vous êtes un peu déçus que cette révolution va vers une année. Moi, quelque part, je suis content parce que le tamis de la révolution, il a eu le temps de travailler. Et jusqu'à la semaine dernière, il y a encore des gens qui sont plus ou moins exclus par les consciences collectives des Algériens. D'accord? Sans citer de nom, pour ne pas rentrer dans des conflits personnels, chaque semaine, les appétits, elles grossissent et les cupidités, c'est tant mieux. Mais il y a jusqu'au dernier, il faut 4 ans pour que le dernier opportuniste soit un petit peu démasqué et qu'on puisse démarrer une transition nette de tout opportunisme et de toute cupidité. معليش وجا كملي الشهر 7 سنين كذا الشهر وزرنا الخالة نسن وزرنا المولانسي كنا نتسنو نقرا كان كل يوم يخرج وما غاوينا الحبس غاوينا خلينا نتوانسو sauf si vous êtes placé en isolement comme lui pendant 8 jours, c'est ça. Là, ça devient plus difficile. Donc, je pense que le plus important sera, après une année, il faut qu'on organise les actions. La Kabylie, on est les maîtres, les leaders, les locomotives, mais il a un conflit, donc il faut qu'on propose des idées d'organisation, des actions. Mais des actions spontanées et des actions spontanées contre le système. Il a organisé dans une wilaya et en inter-wilaya. Le plus, une fois qu'il faut que l'actionnaire, l'organisation est trop. Une autre idée d'action entre activistes, surtout que les activistes commencent à l'échelle nationale. Mais les débuts, d'autres activistes ailleurs, on se connaît tous. On se connaît tous. Ou même l'idée de l'organisation, j'ai remarqué qu'on des appétits, c'est une organisation des actions avec déjà d'imaginer. Donc je pense qu'il faut qu'on s'organise dans les actions prochaines. Par exemple, la marche Kharata, et j'ai discuté avec plus de 80 personnes à travers l'Algérie. Pour la faire réussir. Mais réellement, on ne peut pas faire une marche nationale à Petit Nel, 10 millions d'habitants. Donc, il y a une chose déjà, c'est une réussite. Pour Alger, le 21 et le 22, on est en contact. Et c'est là que l'État, enfin pas l'État, le système a intervenu à certains moments quand les idées d'Alger, c'est-à-dire du 21-22 à Alger, pour fêter, enfin pas pour fêter, parce qu'on n'a rien à fêter, pour commémorer. Voilà, j'ai déjà fait la remarque à quelqu'un, je fais la même erreur. Pour commémorer le Wena. Moi, il y a un mois de ça qui commence les appels sur Facebook. La grève générale, 3 jours avant la marche, il y a eu un début d'appel. وبعد اللعبة تبارطاجي كيف تعقل لا مارش الجزائر متساعدة بشكل وهذا تعقل المازوت هذا تنشر il faut partir 24 heures avant et les gens ont commencé à marcher c'est systémique ce se font dire on va tirer pendant une semaine parce que entre nous il y avait les sites qui ont publié ça ont été aussi signalés par des double machines système qui est là. Il est Zoubab la révolution, mais Zoubab contre le régime. Ou pas France, d'autres, je dirais qu'il est après, juste après le 21-22 grève générale illimitée. Comment ça? Vous appelez 10 millions d'Algériens à partir d'Alger, après ils ne trouveront pas comment revenir. Maintenant, le même jour, c'est un flux de 2-3 jours. Et où est-ce que السيكوتي الشعب اللي راح تزير ولا يحصل بنا ويتخرج هذيك القهوه دونك dorénavant il faudrait que chacun كايماني شغل ما ديسيونيك دير هنايا في 20 اخي اصلي اللي تسكين داير اللي تكدي حاره اذا اللي خمم كيفون نخمم لكن انظر لانسيدونس دي زاكسيون كي سون انظر كيتفاز دابا بارتو
des appels à dire sur nous. ما تسعى le moindre effet négatif sur nous تنخدمها نخدم لي زاكسيون اللي قرحنوه اللي كان هذا ما كان عندكم